Le président. Monsieur Milošević, vous avez à présent la possibilité de prendre la parole pour parler des requêtes soumises à la Chambre aujourd'hui. Il n'y a pas nécessité de répéter le contenu des écritures que vous avez déjà déposées, je vous le rappelle. Vous avez également la possibilité de nos modifications de l'acte d'accusation. Désir, c'est à présent qu'il vous appartient de le faire. Tout d'abord, je ne présenterai aucune exception à ce tribunal parce que je ne connais pas la validité de ce tribunal. Maintenant, pour ce que je dirais, si vous considérez cela comme étant une requête ou pas, cela vous regarde. Maintenant, pour ce qui est des amici curiae, j'ai compris que votre explication relative lors de la nomination des conseils amici curiae visait à contribuer à un procès équitable. Si tant est que dans un procès illégal comme celui-ci, il peut être question d'équité. Je crois que vous venez d'enrichir la totalité des notions nouvelles utilisées, parce que nous avons une situation où deux équipes œuvrent en faveur de la cause d'une même partie. Cela pourrait désormais être désigné comme étant l'équité à la haie, ou le fair play à la haie. Maintenant, pour ce qui est du raz-de-marée des amendements, des nouveaux actes d'accusation, ce raz-de-marée ne saurait submerger la vérité, parce que la vérité est connue de millions de personnes. J'ai entendu dire ici, comme j'ai pu l'entendre la fois passée, des préoccupations dues au fait que je ne lisais pas les actes d'accusation parce que je devrais être censé savoir pourquoi j'ai été accusé. Mais je tiens à vous dire que je sais parfaitement bien pourquoi j'ai été accusé. Je suis accusé parce que, de façon légale et par des moyens légitimes, partant du droit à la défense qui appartient à toute nation, j'ai défendu mon peuple. J'ai eu l'honneur de défendre mon peuple contre l'agression criminelle qui a été perpétrée à son encontre, à défendre mon peuple contre le terrorisme auquel a recouru l'administration Clinton pour collaborer étroitement avec, chose que personne ne saurait nier. La vérité ne peut être submergée par quelque raz-de-marée que ce soit d'actes d'accusation faux. Je n'ai nullement donc l'intention de prendre connaissance de la teneur de choses qui sont construites de toutes pièces et si éloignées que cela de la vérité. Maintenant, pour ce qui est de la polémique que j'ai pu écouter ici, s'agissant de savoir qui avait été attitré, qui avait la compétence ou pas, quel gouvernement devait faire une chose plutôt que tel autre gouvernement, j'ai pu constater que même l'avocat de Belgrade, et je suis surpris de l'entendre parler en tant qu'amicus curiae, oubliait de dire qu'aucun gouvernement ne pouvait avoir la compétence de faire des accords violant la constitution de la Serbie ou la constitution de la Yougoslavie. Je me félicite du fait que les messieurs faisant partie des amici curiae aient conscience du fait qu'ils ne pourraient pas parler en mon nom et que je n'ai rien à voir avec eux. Le président, très bien, merci.
Le président. Nous allons examiner les requêtes et exceptions préjudicielles qui nous ont été présentées ce matin. Nous avons eu la possibilité déjà d'examiner la demande de modification de l'acte d'accusation et je rends ma décision sur ce point. L'article 50 du règlement n'indique nullement l'existence d'un test quant à la demande de modification d'un acte d'accusation et aux suites qu'il convient à apporter à une telle demande. Cependant, l'affaire dont nous traitons consiste à se demander si un acte d'accusation est susceptible de provoquer une injustice ou un préjudice à l'encontre d'un accusé au cas où cet acte est accepté. Pour déterminer s'il y a préjudice ou injustice, les éléments qu'une chambre de première instance doit avoir à l'esprit incluent le droit de l'accusé à un procès équitable et rapide, avec y compris le temps nécessaire accordé à l'accusé pour préparer sa défense. Par ailleurs, l'accusation est autorisée à modifier un acte d'accusation pour peu que cette modification soit nécessaire et puisse être apportée au texte sans préjuger du droit de l'accusé à un procès équitable et rapide. Une chambre de première instance doit donc peser tous ces éléments pour parvenir à une décision. Dans le cas présent, les amendements apportés à l'acte d'accusation constituent des additions substantielles à un chef d'accusation, consiste en une définition plus précise d'un autre chef d'accusation, consiste également en une définition plus précise de la théorie de la responsabilité et à une augmentation modeste au niveau des faits décrits dans l'acte d'accusation par rajout d'un certain nombre de sites d'expulsion à ceux figurant déjà dans l'acte d'accusation initial. Les amendements consistent également à ajouter un certain nombre de faits. Nous ne perdons pas de vue que cette modification est la deuxième qui est apportée à un acte d'accusation datant de 2 ans. Mais tout procès mené sur la base de cet acte d'accusation ne pourra commencer qu'au mieux dans 3 mois. Par conséquent, l'accusé dispose d'un temps tout à fait nécessaire pour préparer sa défense. Ces modifications à l'acte d'accusation se résument à des changements relativement peu importants et ne causent aucun préjudice ou aucun défaut d'équité pour l'accusé. En fait, il s'agit d'une meilleure définition, donc d'éclaircissement important au cas du procureur, en particulier sur les points relatifs à l'entreprise commune et aux persécutions. Par conséquent, l'autorisation est accordée au procureur de modifier cet acte d'accusation. Et à présent, nous allons passer à la deuxième étape de la procédure actuelle, à savoir la lecture de l'acte d'accusation du Kosovo. C'est le deuxième acte d'accusation modifié qui sera lu et il le sera, comme le prévoit l'article 62 du règlement, dans une langue que l'accusé parle et comprend. Je demande à présent que lecture soit faite de cet acte d'accusation. Le procureur du tribunal international contre Slobodan Milošević et consort. Deuxième acte d'accusation modifié. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, accuse Slobodan Milošević et consorts de crimes contre l'humanité et de violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi qu'il est exposé ci-après. L'accusé.
Slobodan Milošević est né le 20 août 1941 dans la ville de Požarevac, sur le territoire de l'actuelle République de Serbie. Diplômé en droit de l'Université de Belgrade en 1964, il a commencé sa carrière dans la gestion et la banque. Slobodan Milošević a occupé jusqu'en 1978 le poste de directeur adjoint, puis de directeur général de l'entreprise Technogas, importante société d'hydrocarbures. Il a ensuite exercé jusqu'en 1983 les fonctions de président de la Beogradska banka, l'une des plus grandes banques de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, RSFY. Slobodan Milošević a commencé sa carrière politique en 1983. Il est devenu président du comité de la Ligue des communistes de la ville de Belgrade en 1984. Il a été élu président du présidium du comité central de la Ligue des communistes de Serbie en 1986 et réélu en 1988. Le 16 juillet 1990, la Ligue des communistes de Serbie et l'Alliance socialiste du peuple ouvrier de Serbie ont fusionné pour former un nouveau parti appelé Parti socialiste de Serbie, SPS, dont Slobodan Milošević a été élu président. À la date du présent acte d'accusation, il occupe toujours le poste de président du SPS. Slobodan Milošević a été élu président de la présidence de Serbie le 8 mai 1989 et réélu le 5 décembre de la même année. Après l'adoption de la nouvelle constitution serbe le 28 septembre 1990, Slobodan Milošević a été élu au poste nouvellement créé de président de Serbie à l'occasion d'élections pluripartites qui se sont tenues les 9 et 26 décembre 1990. Il a été réélu à ce poste le 20 décembre 1992. Au terme de son deuxième mandat de président de Serbie, Slobodan Milošević a, le 15 juillet 1997, été élu président de la République fédérale de Yougoslavie, RFY. Il est officiellement entré en fonction le 23 juillet 1997. Battu aux élections présidentielles de septembre 2000, Slobodan Milošević a quitté ses fonctions le 6 octobre 2000. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Slobodan Milošević occupait le poste de président de la RFY. Les paragraphes 5 à 15 de l'acte d'accusation concernent d'autres accusés, raison pour laquelle la lecture de cet acte d'accusation reprend aujourd'hui à l'article 16. Responsabilité pénale individuelle. Article 7.1 du statut du tribunal. Chacun des accusés est individuellement responsable des crimes qui lui sont reprochés dans le présent acte d'accusation en vertu des articles 3, 5 et 7.1 du statut du tribunal. Les accusés ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes. Par le terme « commettre », le procureur dans le présent acte d'accusation que l'un quelconque des accusés ait perpétré physiquement les crimes qui lui sont imputés personnellement. Dans le présent acte d'accusation, on entend par commettre la participation en qualité de co-auteur à une entreprise criminelle commune. Celle-ci visait, entre autres objectifs, l'expulsion d'une partie importante de la population albanaise du Kosovo hors du territoire de cette province, afin de la maintenir sous contrôle serbe. Pour atteindre ce but criminel, chacun des accusés, agissant individuellement ou de concert avec d'autres connus ou inconnus, a pris une large part à l'entreprise criminelle commune en utilisant les pouvoirs qu'il détenait, en droit ou en fait.
Cette entreprise criminelle commune a vu le jour au plus tard en octobre 1998 et s'est poursuivie pendant toute la période des faits rapportés au chef 1 à 5 de cet acte d'accusation, c'est-à-dire du 1er janvier 1999 ou aux environs de cette date jusqu'au 20 juin 1999. Un certain nombre d'individus ont participé à cette entreprise criminelle commune pendant tout ou partie de son existence et notamment l'accusé Slobodan Milošević avec d'autres personnes connues ou inconnues. Les crimes énumérés au chef 1 à 5 du présent acte d'accusation s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif assigné à l'entreprise criminelle commune. À défaut, ils étaient la conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune et les accusés avaient conscience que tel en était le résultat probable. Bien que conscients des conséquences prévisibles, Slobodan Milošević et d'autres personnes connues ou inconnues ont sciemment et intentionnellement participé à l'entreprise criminelle commune. Chacun des accusés et des autres participants à l'entreprise criminelle commune partageait l'intention et l'état d'esprit nécessaires à la commission des crimes visés au chef 1 à 5. Il s'ensuit que, selon l'article 7.1 du statut du tribunal, chacun des accusés et des autres participants à l'entreprise criminelle commune est individuellement pénalement responsable des crimes recensés au chef 1 à 5. Article 7.3 du statut du tribunal. Slobodan Milošević et autres accusés, en tant que supérieurs hiérarchiques, sont également individuellement pénalement responsables en vertu de l'article 7.3 du statut des actes ou omissions de leurs subordonnés. Un supérieur est responsable des actes criminels de ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ceux-ci s'apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient commis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Slobodan Milošević, élu président de la RFY le 15 juillet 1997, est entré en fonction le 23 juillet 1997. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, il était président de la RFY. En qualité de président de la RFY, Slobodan Milošević présidait le Conseil suprême de la défense de la RFY, qui comprenait, en outre, les présidents des républiques constitutives de la RFY, la Serbie et le Monténégro. Le Conseil suprême de la défense arrêtait le plan de défense nationale et prenait des décisions concernant l'armée yougoslave, la VJ. En qualité de président de la RFY, Slobodan Milošević avait le pouvoir d'ordonner la mise en œuvre du plan de défense nationale et il commandait la VJ en temps de guerre comme en temps de paix dans le respect des décisions prises par le Conseil suprême de la défense. Slobodan Milošević s'acquittait de ses fonctions de commandant suprême de l'armée yougoslave, la VJ, en commandant, en donnant des ordres et en prenant des décisions. Au terme de la loi de la RFY sur la défense, Slobodan Milošević, en sa qualité de commandant suprême de l'armée yougoslave, avait également autorité sur les unités de police républicaines subordonnées à celles-ci en cas de menace de guerre imminente ou en cas de guerre. Une déclaration faisant état d'une menace de guerre imminente a été publiée le 23 mars 1999 et l'état de guerre a été proclamé le 24 mars 1999. Outre les pouvoirs dont il était investi des jurés, durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Slobodan Milošević a exercé un contrôle important de facto sur de nombreuses institutions qui ont joué un rôle essentiel dans les crimes répertoriés dans l'acte d'accusation ou y ont participé. Slobodan Milošević exerçait un contrôle de fait considérable sur les institutions fédérales,
relevant nominalement de l'Assemblée ou du gouvernement de la RFY. Slobodan Milošević exerçait également un contrôle de fait sur les pouvoirs et institutions relevant nominalement de la Serbie et de ses provinces autonomes, y compris sur les forces de police serbes. Slobodan Milošević exerçait en outre un contrôle de fait sur de nombreux aspects de la vie politique et économique de la RFY, notamment sur les médias. Entre 1986 et le début des années 90, Slobodan Milošević s'est progressivement assuré dans les faits le contrôle de ses institutions fédérales, républicaines, provinciales et autres. Si Slobodan Milošević exerçait un contrôle de fait sur les organes d'État de la Serbie, de la RSFY, de la RFY et d'autres organes d'État, c'est en partie parce qu'il a dirigé deux des principaux partis politiques au pouvoir en Serbie entre 1986 et 2000, et en RFY entre 1992 et 2000. De 1986 à 1990, il était président du Présidium du Comité central de la Ligue des communistes de Serbie, qui était alors au pouvoir en Serbie. En 1990, il a été porté à la tête du Parti socialiste de Serbie, qui a succédé à la Ligue des communistes de Serbie et à l'Alliance socialiste du peuple ouvrier de Serbie. Pendant toute la durée de ses mandats de président de Serbie, de 1990 à 1997, puis de président de la RFY, de 1997 à 2000, Slobodan Milošević dirigeait également le SPS. À partir d'octobre 1988 au moins, et durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Slobodan Milošević a exercé un contrôle de fait sur les pouvoirs publics serbes, y compris sur le MUP. À partir d'octobre 1988 au moins, il a exercé un contrôle de fait sur les deux provinces autonomes de Serbie, le Kosovo et la Voïvodine, et sur leur représentation dans les organes fédéraux de la RSFY puis de la RFY. À partir d'octobre 1988 au moins, et jusqu'au milieu de l'année 1998, Slobodan Milošević a également exercé un contrôle de fait sur les pouvoirs publics monténégrins, y compris sur la représentation de la République du Monténégro dans tous les organes fédéraux de la RSFY et de la RFY. Dans les grandes négociations, réunions et conférences internationales qui ont eu lieu depuis 1989 et durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Slobodan Milošević a été le principal interlocuteur de la communauté internationale. Il a négocié des accords internationaux qui ont par la suite été mis en œuvre en Serbie, en RSFY, en RFY et ailleurs sur le territoire de la RSFY. Slobodan Milošević a été le principal représentant de la RSFY et de la RFY, notamment aux conférences de la Haye en 1991, aux négociations de Paris en mars 1993, à la conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en janvier 1993, aux discussions relatives au plan de paix Vance-Owen dans la période allant de janvier à mai 1993, aux pourparlers de paix de Genève durant l'été 1993, à la réunion du groupe de contact de juin 1994, aux négociations de cessez-le-feu en Bosnie-Herzégovine qui ont eu lieu du 9 au 14 septembre 1995, aux négociations engagées pour mettre fin aux frappes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, en Bosnie-Herzégovine, tenues entre le 14 et le 20 septembre 1995, et aux pourparlers de paix de Dayton en novembre 1995. En qualité de président de la RFY, de commandant suprême de l'armée yougoslave, la VJ, et de président du Conseil suprême de la Défense, et en raison du pouvoir de fait qu'il exerçait, Slobodan Milošević est pénalement responsable des actes de ses subordonnés, membres des forces de la RFY et de la Serbie, comprenant mais sans s'y limiter
l'armée yougoslave, la VJ, les forces du ministère serbe de l'Intérieur, MUP, les unités militaires territoriales, les unités de défense civile et autres groupes armés opérant sous l'autorité ou au-dessus des 5 accusés ou de leurs subordonnés qui ont commis les crimes énumérés au chef 1 à 5 du présent acte d'accusation. Slobodan Milošević, en qualité de président de la RFY, de commandant suprême de l'armée yougoslave, la VJ, et de président du Conseil suprême de la défense, est également ou à défaut pénalement responsable en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal des actes de ses subordonnés, comprenant sans illimité les membres de l'armée yougoslave, la VJ, et des autres forces susmentionnées de la RFY et de la Serbie, pour les crimes rapportés au chef 1 à 5 du présent acte d'accusation. En outre, en raison de l'autorité de fait qu'il exerçait, Slobodan Milošević est également ou à défaut pénalement responsable en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal des actes de ses subordonnés, y compris mais sans illimité les membres de l'armée yougoslave, la VJ, et les employés du MUP pour les crimes rapportés au chef 1 à 5 du présent acte d'accusation. Les paragraphes 29 à 52 traitent d'autres accusés, raison pour laquelle la lecture du présent acte d'accusation reprend au paragraphe 53. Accusation. Dès le début de l'entreprise criminelle commune du 1er janvier 1999 ou vers cette date, jusqu'au 20 juin 1999, Slobodan Milošević et consorts ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé une campagne de terreur et de violence délibérée et généralisée ou systématique dirigée contre les civils albanais du Kosovo vivant dans cette province de la RFY. Cette campagne de violence délibérée et généralisée ou systématique dirigée contre la population albanaise du Kosovo a été menée par les forces de la RFI et de la Serbie agissant sur les instructions avec les encouragements et avec le soutien de Slobodan Milošević et consorts, connus ou inconnus. Les forces de la RFI et de la Serbie ont lancé des opérations contre les Albanais du Kosovo avec pour objectif de préserver le contrôle serbe sur la province en chassant une partie importante de la population albanaise. Dans ce but, les forces de la RFY et de la Serbie, agissant de concert, ont lancé des opérations minutieusement planifiées et coordonnées, dont on trouvera la description au paragraphe 55 à 661 ci-après. Dans tout le Kosovo, les forces de la RFI et de la Serbie ont délibérément et sur une grande échelle ou systématiquement expulsé par la force de la province et déplacé à l'intérieur de celle-ci des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo. Afin de faciliter ces expulsions et ces déplacements, les forces de la RFY et de la Serbie ont délibérément créé un climat de peur et d'oppression en faisant usage de la force ou en menaçant de le faire, ou encore en se livrant à des violences. Partout au Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont entrepris une campagne délibérée et généralisée ou systématique de destruction de biens appartenant aux civils albanais du Kosovo. Elles ont pour cela largement bombardé des villes et des villages, incendié des bâtiments, dont des habitations, des fermes, des commerces, des monuments culturels et des sites religieux, et détruit des biens personnels. Ces actions orchestrées ont eu pour effet de rendre inhabitables pour les Albanais du Kosovo des villages, des villes et des régions entières. Non contents de détruire délibérément leurs biens, les forces de la RFI et de la Serbie ont commis sur une grande échelle ou systématiquement des actes de brutalité et de violence contre les services civils albanais du Kosovo afin d'entretenir le climat de terreur et de chaos et d'installer en eux la peur de mourir. Les forces de la RFI et de la Serbie sont allées de village en village et dans les villes, de quartier en quartier,
menaçant la population albanaise du Kosovo et l'expulsant. Souvent, des Albanais du Kosovo étaient menacés, agressés ou même tués en public, afin d'inciter leurs familles et leurs voisins à partir. De nombreux Albanais du Kosovo qui n'avaient pas été directement expulsés par la force de leur communauté ont fui en raison du climat de terreur créé dans toute la province par la campagne généralisée ou systématique d'agressions physiques, de harcèlement, de violences sexuelles, d'arrestations illégales, de meurtres, de bombardements et de pillages. Les forces de la RFI et de la Serbie ont continuellement soumis les Albanais du Kosovo à des injures, des insultes à connotation raciale, des actes dégradants et autres mauvais traitements physiques et psychologiques en raison de leur appartenance raciale, religieuse et politique. Toutes les couches de la population albanaise du Kosovo ont été déplacées, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées et les infirmes. Des milliers d'Albanais du Kosovo qui avaient fui leur maison en raison du comportement des forces de la RFY et de la Serbie et du climat de terreur délibérément instauré sur tout le territoire de la province ont rejoint des convois de personnes qui se dirigeaient vers les frontières du Kosovo avec la République d'Albanie et l'ex-République yougoslave de Macédoine. Le long des routes menant aux postes frontières, les forces de la RFY et de la Serbie ont installé des postes de contrôle où les Albanais du Kosovo déplacés étaient là encore victimes de sévices, d'extorsion, de vols, de harcèlement, d'agressions, d'arrestations illégales et de meurtres. En d'autres occasions, les forces de la RFY et de la Serbie ont escorté jusqu'à la frontière des groupes d'Albanais expulsés du Kosovo. Les forces de la RFY et de la Serbie contrôlaient ainsi le déplacement des Albanais du Kosovo en direction des frontières. Les Albanais du Kosovo déplacés arrivaient souvent aux frontières de la province à pied, en convoi de plusieurs milliers de personnes ou en tracteurs, remorques et camions, ainsi qu'à bord de trains, autocars ou de camions, tout moyen de transport organisé et fourni par les forces de la RFY et de la Serbie. En outre, des milliers d'Albanais du Kosovo qui avaient fui leur maison, victimes par la même occasion d'un transfert forcé du fait du comportement des forces de la RFY et du climat de terreur délibérément instauré sur tout le territoire de la province, ont dû chercher refuge pendant des jours, des semaines ou des mois dans d'autres villes ou villages et ou dans les forêts et les montagnes de la province. Certaines de ces personnes déplacées à l'intérieur de la province du Kosovo y sont restées pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, et nombre d'entre elles sont mortes en raison de rigoureuses conditions climatiques, du manque de nourriture et de soins médicaux, ainsi que d'épuisement. D'autres ont finalement traversé la frontière, passant du Kosovo en Albanie, en Macédoine ou au Monténégro, où ont franchi les limites provinciales entre le Kosovo et la Serbie. Les forces de la RFY et de la Serbie contrôlaient et coordonnaient les mouvements des nombreux Albanais déplacés à l'intérieur du Kosovo jusqu'à leur expulsion finale hors de la province. Partout au Kosovo, dans un effort délibéré et généralisé ou systématique pour dissuader les Albanais du Kosovo expulsés de retourner chez eux, les forces de la RFY et de la Serbie ont saccagé et pillé leurs biens personnels et commerciaux. Les forces de la RFY et de la Serbie se sont livrées à des fouilles systématiques ou à des violences ou encore ont menacé de recourir à la force pour dépouiller les Albanais du Kosovo de leur argent et de leurs objets de valeur. Et aux postes frontières de la RFY, les autorités ont volé de manière généralisée ou systématique les véhicules privés et les autres biens des Albanais du Kosovo expulsés de la province. En outre, sur tout le territoire du Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement confisqué et détruit les pièces d'identité ainsi que les papiers d'immatriculation des véhicules appartenant aux civils albanais du Kosovo. On a obligé les Albanais du Kosovo, contraints de quitter leur foyer et de gagner les frontières du Kosovo, à remettre leurs papiers d'identité à des points choisis sur la route qui conduisaient aux postes frontières ainsi qu'aux postes frontières même de l'Albanie et de la Macédoine. Il s'agissait de supprimer toute
trace de la présence au Kosovo des Albanais expulsés et de leur dénier le droit de retourner chez eux. Chef d'accusation 1. Expulsion. Le procureur reprend les allégations formulées au paragraphe 55 à 61 et y renvoie. À partir du 1er janvier 1999, ou vers cette date, et jusqu'au 20 juin 1999, les forces de la RFY et de la Serbie, agissant sur les instructions avec les encouragements ou le soutien de Slobodan Milošević et consorts connus et inconnus, ont commis les actes décrits au paragraphe 55 à 61, ce qui a entraîné le départ forcé d'environ 800 000 civils albanais du Kosovo. Pour faciliter ces expulsions et déplacements, les forces de la RFI et de la Serbie ont délibérément créé un climat de peur et d'oppression par un recours à la force, à la violence et à la menace de recourir à la force, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 55 à 61, ci-dessus. Dans tout le Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement bombardé des villes et des villages, incendié des maisons et des fermes, endommagé et détruit des édifices culturels et religieux albanais du Kosovo, tué des civils albanais du Kosovo et infligé des violences sexuelles à des femmes albanaises du Kosovo. De tels actes ont été commis dans toutes les régions du Kosovo et ces méthodes et ces moyens ont été délibérément utilisés dans toute la province, y compris dans les municipalités suivantes. Orakovac, le 25 mars 1999 au matin, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé le village de Čelina avec des chars et des véhicules blindés. Après un pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans le village et ont systématiquement pillé et saccagé tout ce qui avait de la valeur dans les maisons, incendié les maisons et les commerces et détruit la vieille mosquée. La plupart des villageois albanais s'étaient réfugiés dans une forêt proche avant l'arrivée de l'armée et de la police. Le 28 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont obligé des milliers de personnes qui se cachaient dans la forêt à en sortir. Après avoir conduit les civils à un village voisin, ils ont séparé les hommes des femmes, les ont battus, volés et leur ont confisqué tous leurs papiers d'identité. Les hommes ont ensuite été conduits à pied à Prizren et finalement contraints de gagner la frontière albanaise. Le 25 mars 1999, un groupe important d'Albanais du Kosovo s'est réfugié dans la montagne près du village de Nogavac, qui fait également partie de la municipalité de Orahovac, afin de se mettre à l'abri des attaques lancées contre les villages alentours. Les forces de la RFY et de la Serbie l'ont encerclé et le lendemain, elles ont ordonné aux 8000 personnes qui avaient fui dans la montagne de partir. Les Albanais du Kosovo ont dû se rendre dans une école proche avant d'être dispersés de force dans des villages avoisinants. 3 ou 4 jours plus tard, les forces de la RFY et de la Serbie ont investi ces villages, sont allés de maison en maison et ont ordonné aux gens de sortir. Finalement, ces personnes ont dû retourner dans les maisons et ont reçu l'ordre de ne pas partir. Ceux qui ne trouvaient pas de place à l'intérieur des maisons ont dû s'installer dans les voitures et les tracteurs garés à proximité. Le 2 avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont bombardé les villages, tuant un certain nombre de personnes qui dormaient dans les tracteurs et les voitures. Les rescapés sont partis en direction de la frontière albanaise. Quand ils traversaient d'autres villages albanais du Kosovo qui avaient été dévastés, ils étaient en butte aux railleries des forces de la RFY et de la Serbie. Quand les villageois sont arrivés à la frontière, tous leurs papiers d'identité leur ont été confisqués. Tout en procédant à des expulsions dans toute la municipalité d'Orahovac, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement incendié les maisons, commerces, monuments culturels et sites religieux appartenant aux Albanais du Kosovo. Plusieurs mosquées ont été détruites, dont celle de Bela Crkva, Brestovac, Velika Kruša et d'autres. Prizren.
Le 25 mars 1999, le village de Piranesi a été encerclé par les forces de la RFY et de la Serbie, appuyés par des chars et divers véhicules militaires. Le village a été bombardé et les habitants ont été tués. Ensuite, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans le village et ont incendié les maisons des Albanais du Kosovo. Après l'offensive, les villageois restants ont quitté Piranesi et se sont rendus dans des villages voisins. Dans la ville de Landovica, une vieille mosquée a été incendiée et gravement endommagée par les forces de la RFY et de la Serbie. Certains des Albanais du Kosovo qui fuyaient vers Selbica ont été tués ou blessés par des tireurs embusqués. Les forces de la RFY et de la Serbie ont alors lancé une offensive dans la région de Selbica et bombardé les villages de Donji Retimlje et Rendubrava. Les villageois albanais du Kosovo ont été contraints à partir et envoyés à la frontière albanaise. À partir du 28 mars 1999, dans la ville de Prizren même, les forces de la RFY et de la Serbie sont allées de maison en maison en ordonnant aux Albanais du Kosovo de partir. Ceux-ci ont été forcés de rejoindre les convois de véhicules et de personnes à pied qui se dirigeaient vers la frontière albanaise. Sur la route, des membres des forces de la RFY et de la Serbie ont battu et tué des hommes albanais du Kosovo, séparé les femmes albanaises du Kosovo des convois et leur ont infligé des violences sexuelles. À la frontière, les forces de la RFY et de la Serbie ont confisqué tous les papiers personnels. Selbica. À partir du 25 mars 1999, ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué et détruit par bombardement et incendie les villages de Vojnike, ou plutôt Voćnjak se reprend l'interprète, Leocina, Kladernica, Turicevac et Izbica. Nombre de maisons, commerces et mosquées ont été détruits, dont la mosquée située au centre du village de Tires. Des femmes et des enfants ont été emmenés par des membres des forces de la RFY et de la Serbie et enfermés dans une grange de Tires. Les femmes ont subi des violences sexuelles et on leur a volé leur argent et leurs biens. Au moins 8 de ces femmes ont été tuées après avoir subi des violences sexuelles et leurs cadavres ont été jetés dans 3 puits du village de Tires. Le 28 mars 1999, ou vers cette date, au moins 4500 Albanais du Kosovo, originaires de ces villages, se sont rassemblés dans le village d'Izbica, où des membres des forces de la RFY et de la Serbie ont pris leur argent et ont séparé les hommes des femmes et des enfants. Ils ont alors tué un grand nombre d'hommes. Les femmes et les enfants ont été emmenés de force à Klina, Đakovica, puis à la frontière albanaise. Suva Reka. Le 25 mars 1999 au matin, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé la ville de Suva Reka. Pendant les jours qui ont suivi, des policiers sont allés de maison en maison, ont menacé les Albanais du Kosovo, en ont agressé et tué et en ont chassé beaucoup d'autres sous la menace de leurs armes. Nombre de maisons et de commerces appartenant à des Albanais du Kosovo ont été incendiés et la mosquée de Suva Reka a été endommagée. La police a fait partir les femmes, enfants et personnes âgées, puis un certain nombre d'hommes ont été tués par les forces de la RFY et de la Serbie. Les Albanais du Kosovo ont été contraints de s'enfuir par camions, tracteurs et remorques en direction de la frontière albanaise. Au passage de la frontière, tous leurs papiers d'identité et leur argent ont été confisqués.